Elle a été retrouvée sur le sol, vêtue uniquement d'une chemise, sans corset, le sang séché sur les lèvres et des traces de vomi sur les joues. Les domestiques ont affirmé qu'il s'agissait d'une chute accidentelle, mais les rapports des médecins de la cour mentionnent des traces rouge-violet sur la peau, de la taille à la poitrine, comme si elles avaient été causées par une ceinture ou des ligatures. S'était-elle blessée elle-même ou avait-elle été retenue? Cela resta incertain. Mais c'est précisément cette nuit-là que commença ce que les chroniques appelleront plus tard le mois sombre des appartements. Au début de ces événements, la reine, qui était alors âgée de 37 ans, ne quittait presque plus sa chambre. Son visage était couvert de taches gris pâle et des cernes sombres, presque noires, étaient apparues sous ses yeux. Son odeur était si forte qu'on ne pouvait entrer dans la pièce sans se couvrir le visage d'un chiffon imbibé de vinaigre. Les dames de la cour murmuraient que la décomposition avait commencé de son vivant. Les médecins expliquaient tout cela par une stagnation de la bile noire, attribuée à des années d'abstinence, à des visions nocturnes et à la peur constante d'être punie pour ses péchés. Cependant, des rumeurs bien plus dangereuses se propageaient en dehors de ces appartements. Dans les vieux quartiers de la capitale, on disait que la reine, qui avait juré virginité devant l'archevêque, avait secrètement donné naissance à 2 enfants que personne n'avait jamais vus à la cour. Certains affirmaient qu'ils étaient morts en bas âge et avaient été enterrés dans le jardin du monastère, d'autres qu'ils avaient été emmenés dans des provinces lointaines pour être élevés comme des roturiers. Ces rumeurs devinrent une arme entre les mains des courtisans, et chaque nouvelle semaine de maladie ne faisait qu'exacerber la rivalité entre les factions de la noblesse. Au début de sa maladie, on lui administra les remèdes habituels: bain chaud, à l'eau de rose, friction avec du saindoux, prières à son chevet. Mais bientôt, les accès de faiblesse et les douleurs dans le bas-ventre devinrent si violents qu'il fallut recourir à des saignées 3 fois par semaine. Un sang épais et sombre coulait de ses veines et, après les procédures, la reine perdait connaissance. Un jour, comme l'a noté le médecin en chef dans son journal, elle s'est réveillée et a demandé combien de bébés étaient morts au couvent cette année-là. Personne n'a répondu. L'accès à ces appartements était strictement limité. 4 gardes se relayaient toutes les 6 heures à la porte. Seul le confesseur, 2 médecins et la dame d'honneur, la plus âgée, pouvaient s'approcher du lit. Dans leurs lettres aux ambassadeurs étrangers, il était dit que la reine était en état de sanctuaire. Mais les ambassadeurs eux-mêmes connaissaient la vérité. Les rumeurs sur sa grossesse passée et sa maladie actuelle rendaient son pouvoir de plus en plus fantomatique. Derrière d'épais rideaux, à la lueur des bougies, des procédures interminables se succédaient. Les médecins lui administraient des décoctions d'herbes séchées, parmi lesquelles se trouvaient de la ciguë et des têtes de pavot. La nuit, lorsque la pièce devenait étouffante et que l'odeur du corps s'intensifiait, les dames d'honneur apportaient des bols remplis de charbons ardents sur lesquels elles jetaient de l'encens. Parfois, cela aidait. Parfois, la reine commençait à s'étouffer, se saisissait la gorge, et il fallait alors ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air froid de la nuit. Dans les rapports des serviteurs, rédigés après sa mort, il est mentionné que, durant ces dernières semaines, elle parlait souvent à des enfants invisibles et demandait qu'on leur apporte des couvertures et du pain. Parfois, ouvrant à peine les yeux, elle ordonnait à voix basse de faire sortir ce moine de la pièce alors qu'il n'y avait personne. Certains considéraient ces étrangetés comme des signes de fièvre, d'autres comme un châtiment divin. Pendant ce temps, dans la salle du conseil, une lutte d'influence faisait rage. La vieille noblesse insistait pour que la succession au trône
reviennent à un parent éloigné de la lignée masculine. Le nouvel entourage, lié à la mère de la reine, tentait d'imposer comme héritier l'un des cousins plus jeunes, promettant de généreuses concessions territoriales s'il était intronisé. La maladie réduisait la reine à un simple symbole, et son silence favorisait les intrigues. Les jours se succédaient de manière monotone. Le matin, de nouvelles saignées. Le soir, des onguents à base de saindoux et de cendres, parfois additionnés de perles broyées, considérées comme un remède contre la putréfaction. La nuit, le délire, le bruit des pas des gardes derrière la porte et l'odeur du vinaigre qui ne parvenait plus à masquer la puanteur. Dans l'une des lettres du confesseur, conservée dans les archives du monastère, on peut lire « Elle ne craint pas la mort ». Mais la question de savoir ce qu'il adviendra de son âme si ceux dont on ne peut parler se présentent devant le jugement. Cette phrase a été interprétée plus tard comme une allusion à des enfants secrets. Mais à l'époque, dans les murs froids du palais, elle sonnait comme un aveu de culpabilité que les prières ne pouvaient plus effacer. Et tout cela n'était que le début. La maladie ne s'était pas arrêtée. Elle attendait seulement son heure pour se déployer dans toute sa force, et chaque jour, les visages des courtisans s'assombrissaient, tandis que les bougies brûlaient de plus en plus longtemps dans les appartements. Au milieu de l'hiver, la maladie de la reine entra dans une phase que le médecin en chef qualifia dans son rapport de décomposition putride des tissus. Des zones noires et dures apparurent sur ses cuisses et ses fesses, suintant un pus à l'odeur âcre. Les médecins expliquaient cela par une stagnation du mauvais sang et continuaient avec acharnement les saignées, bien qu'après chaque procédure, la reine perdait tellement de force qu'il fallait lui verser dans la bouche du lait dilué avec du vin pour qu'elle puisse parler. Le soir, à la lueur des lampes, les dames d'honneur soignaient les plaies avec du vinaigre chaud et de la cendre mélangée à de la graisse, comme le prescrivaient les livres de médecine de l'époque. Quand on la tournait sur le côté, la peau se détachait par lambeaux, et les serviteurs qui tenaient le bassin d'eau s'efforçaient de ne pas regarder la chair en dessous. Une des jeunes servantes vomit dans la chambre. On la fit sortir immédiatement et son nom fut rayé de la liste des personnes autorisées à approcher la malade. L'accès à la chambre à coucher devint encore plus strict. Désormais, même le confesseur ne pouvait la voir qu'en présence des gardes. Le conseil expliquait cela par le souci de sa santé. Mais la véritable raison était autre. Des rumeurs sur ses délires et ses conversations étranges avec des enfants qui n'étaient pas là commençaient à se répandre dans la ville. Des gens se pressaient autour du palais, désireux d'apercevoir ne serait-ce que l'ombre de la reine, mais ils n'étaient pas autorisés à s'approcher des portes. Au début du mois de février, un envoyé du duché du Nord arriva au palais. Son maître proposait d'envoyer un médecin qui avait sauvé la vie de 3 souverains. Mais le conseil rejeta cette proposition, non pas parce qu'il doutait de ses compétences, mais parce que la présence d'un médecin étranger risquait de révéler la vérité. La reine avait peu de chances de survivre jusqu'au printemps. À cette époque, la lutte pour l'héritage devint ouverte. Lors de réunions secrètes au coin du feu, les anciennes familles s'entendaient pour former une alliance contre le nouvel entourage, en soudoyant les gardes et les scribes. Selon certaines informations, lors d'une de ces réunions, il aurait été question d'accélérer la mort de la reine pour le bien de la couronne. Mais toute action était retardée par la maladie elle-même, qui progressait plus vite que n'importe quelle conspiration. À la mi-février, la reine commença à saigner sans raison apparente. Les médecins qui l'examinaient se regardaient en silence. L'un d'eux, interrogé plus tard, déclara
Cela arrive aux femmes qui ont caché leur grossesse. Les rumeurs sur ces enfants secrets ressurgirent, non seulement dans la capitale, mais aussi au-delà. La nuit, on entendait ces cris dans le couloir. Elle appelait quelqu'un par un nom que les serviteurs n'osaient pas répéter. Parfois, elle saisissait les mains des dames d'honneur, les suppliant de ne pas les envoyer au couvent. Les dames d'honneur juraient de ne pas savoir de qui elle parlait, mais tout le monde comprenait. Elle parlait de ceux que personne n'avait jamais vus au château. L'odeur dans la chambre était devenue si insupportable qu'un des gardes en faction à la porte se plaignait de vertiges et de maux d'estomac. Le conseil ordonna de fumiger les appartements avec du genévrier et de l'encens. Mais cela ne fit que mélanger la puanteur avec le parfum lourd des encens. Extrait d'une lettre du scribe de la cour à son frère, je l'ai vu sortir de son lit pour être lavé. Ses mains et ses pieds étaient assis comme des bâtons. Son ventre était gonflé. Sa peau était par endroits vert foncé. Les médecins murmuraient que c'était le signe d'une fin prochaine, mais elle respirait encore et ses yeux étaient ouverts. Parfois, ils semblaient animés, parfois, ils étaient vides. Pendant ce temps, dans la salle du conseil, on commençait à rédiger les textes des futurs décrets au nom de Sa Majesté, on falsifiait la signature, on apposait les sceaux. L'un des décrets devait confirmer le nouvel héritier, l'autre consolider les concessions foncières. Ceux qui ne participaient pas à ce travail savaient que si la reine mourait sans ces documents, le pouvoir pourrait passer à une toute autre maison. Et alors, les têtes tomberaient. À la fin du mois, la reine avait presque cessé de s'alimenter. On lui versait du bouillon dans la bouche, mais elle ne l'avalait pas. Parfois, cependant, elle demandait qu'on lui apporte du vin rouge et le buvait, comme si seul celui-ci pouvait étancher sa soif. Après le vin, elle se mettait à délirer et recommençait à parler avec eux. Dans les notes du confesseur, écrites dans les marges du psautier, on trouve cette phrase « Je ne suis plus sûr qu'elle craigne Dieu. Elle a peur de rencontrer ceux qu'elle a trahis. » Et pourtant, la mort ne venait pas. La maladie semblait s'étirer chaque nuit, laissant le temps à ceux qui déjà déchiraient son pouvoir. Au début du mois de mars, il était déjà impossible de rester plus d'un quart d'heure dans les appartements de la reine sans risquer de vomir. Les gardes changeaient plus souvent que prévu et les dames d'honneur s'efforçaient d'entrer uniquement par deux afin que l'une d'entre elles puisse tenir le bol si elle commençait à vomir. Les médecins travaillaient en silence, discutant de moins en moins de son état, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils savaient que chaque mot pouvait être utilisé contre eux. Le corps de la reine était désormais littéralement en putréfaction. Dans le dos, sous les omoplates, de profondes plaies s'étaient formées, d'où suintait un liquide gris-vert. Parfois, lorsqu'on changeait les bandages, on y trouvait des larves de mouches, malgré l'hiver et le froid qui régnaient dans les appartements. Les médecins cautérisaient les plaies avec du fer brûlant, après quoi la reine perdait connaissance pendant des heures. L'odeur de chair brûlée se mêlait à la puanteur déjà familière, et même les encens ne pouvaient que la masquer. Son délire était devenu presque permanent. Elle murmurait des prières, puis criait après quelqu'un que personne ne voyait. Parfois, elle appelait son fils, parfois sa fille, les suppliant toujours de ne pas venir en vêtements blancs. C'était ce qui effrayait le plus les serviteurs. Le peuple croyait que les enfants morts apparaissaient à leurs parents, vêtus de blanc, pour les entraîner avec eux. Au même moment, un véritable coup d'État se préparait à l'intérieur du palais. Le nouvel entourage, qui contrôlait l'accès aux appartements, commença à faire sortir secrètement des coffres remplis d'argent du trésor. Les anciennes familles, ayant appris la nouvelle, ordonnèrent à leurs hommes de monter la garde à l'entrée principale
afin d'intercepter chaque charrette. Le soir, dans les couloirs étroits du palais, on entendait des cris étouffés et des bruits de lutte. Des gens étaient emmenés dans les cachots et le lendemain matin, personne ne se souvenait plus d'eux. Extrait du rapport du capitaine de la garde, retrouvé dans les archives des décennies plus tard. En ma présence, le conseiller du duc s'est approché du médecin et lui a dit « Ce n'est plus une femme, c'est une carcasse. Faites en sorte qu'elle meure en silence et vous recevrez plus que pour une année de service. » Le médecin est resté silencieux, mais ses mains tremblaient. Les premières tentatives pour accélérer sa mort furent dissimulées sous des soins médicaux. Un soir, on lui donna une décoction à base de racines, connue pour provoquer un arrêt cardiaque à forte dose. Mais la reine n'en but que la moitié, renversant le reste sur son lit, et survécut ainsi à la nuit. 2 jours plus tard, on lui frotta la peau avec une pommade épaisse contenant du mercure, soi-disant pour purifier son corps. Elle fut alors prise de violentes convulsions et d'une forte fièvre, mais la mort ne vint pas. Pendant ce temps, la tension montait dans la capitale. Le peuple voyait que le palais était fermé et que les prêtres célébraient de plus en plus souvent des messes pour la santé de la reine, en son absence. Sur les marchés, on discutait déjà ouvertement de qui serait le prochain souverain, et chaque option était accompagnée de malédictions à l'encontre de l'autre camp. À la mi-mars, le confesseur tenta de lui donner l'absolution. Elle resta longtemps silencieuse, puis éclata soudain de rire et dit « Tu veux entendre parler d'eux ? Eh bien, sache qu'ils sont encore en vie. » Le confesseur, bouleversé, quitta immédiatement la chambre. Cet épisode fut rapporté au Conseil, et dès le lendemain, il fut utilisé dans les discussions politiques. On pouvait désormais affirmer que les héritiers existaient et pouvaient être retrouvés. Les serviteurs, interrogés des années plus tard, dirent que la reine ne dormait presque pas à cette époque. Elle restait allongée, les yeux ouverts, fixant l'obscurité, et prononçait parfois des mots qui ressemblaient à des malédictions. Pendant les rares heures où elle s'endormait, son visage se déformait, comme si elle continuait à crier dans son sommeil. Bientôt, le Conseil prit une décision. Il fallait préparer le palais à une mort prochaine. On commença à nettoyer les petites salles pour la future cérémonie d'adieu, à commander des tissus pour les vêtements funéraires, à envoyer des messagers aux alliés et aux vassaux. Tout cela se faisait en secret, mais à l'intérieur du palais, chaque geste trahissait les préparatifs de la fin. Et pourtant, elle respirait encore, comme pour narguer tous ceux qui attendaient déjà sa mort. À la fin du mois de mars, son état était devenu si grave que même les dames de compagnie les plus dévouées commençaient à éviter ses appartements. Une odeur nauséabonde de corps en décomposition régnait dans la pièce. Elle était un peu moins forte pendant la journée, grâce aux fenêtres ouvertes et au vent, mais la nuit, lorsque les fenêtres étaient à fermer pour éviter les courants d'air, l'air devenait épais, comme dans une tombe. Les médecins agissaient désormais de manière presque mécanique, changement de bandage, saignée, application de pommade, mais le sang coulait déjà mal, il était épais, grumeleux. Parfois, il ne sortait pas du tout, et alors il perçait de nouvelles veines. Parfois, les aiguilles se brisaient dans le corps, et il fallait les retirer avec des pinces. Une fois, en essayant de la retourner sur le côté, une escarre sur son dos s'ouvrit si profondément qu'on pouvait voir l'os blanc. Elle ne pouvait plus prononcer de longues phrases. Ses mots devenaient plus courts, sa respiration s'entrecoupait. Mais parfois, pendant quelques minutes, elle retrouvait ses esprits et pouvait alors murmurer « Ils m'attendent toujours ». Les serviteurs ne comprenaient pas de qui elle parlait.
mais il se détournait toujours. À cette même époque, le palais était rempli de murmures annonçant un changement imminent de la garde. Le conseil craignait que les gardes actuels ne soient fidèles à un autre prétendant au trône. Plusieurs officiers avaient secrètement prêté serment d'allégeance au duc, et la nuit, lorsque les bougies étaient éteintes dans les appartements, des hommes se relayaient déjà à la porte. Dans le même temps, les conspirateurs redoublèrent d'activité. Ils se réunirent dans les souterrains et décidèrent que si la reine ne mourait pas dans les 2 semaines, ils l'aideraient à mourir. Pour cela, ils préparèrent une poudre spéciale qui pouvait être dissoute dans du vin. Mais le hasard s'en mêla. L'un des jeunes gardes but le vin empoisonné et fut retrouvé mort dans la cour 1 heure plus tard. La poudre fut détruite, mais le plan resta le même. D'après le rapport d'un scribe secret, aujourd'hui, elle a refusé le vin, disant qu'il sentait le marais. Apparemment, les rumeurs concernant les tentatives d'empoisonnement lui sont parvenues. Depuis, elle ne boit que de l'eau qui lui est servie par la dame d'honneur la plus âgée. Dans la capitale, les rumeurs se sont multipliées. Certains disaient que la reine était morte et que son corps était caché. D'autres affirmaient qu'elle s'était enfuie dans un couvent et qu'elle continuerait à régner de là-bas. Sur les marchés, on racontait même qu'elle avait donné naissance à un 3e enfant, qui avait déjà été emmené secrètement à l'étranger. Au début du mois d'avril, son corps commença à enfler. Son visage devint rond, ses paupières lourdes, ses lèvres gercées et couvertes de croûte. Elle respirait avec difficulté. Chaque expiration était accompagnée d'un sifflement sourd. Les médecins attribuèrent cela à une faiblesse pulmonaire et commencèrent à appliquer des sachets de sel chauffé sur sa poitrine, mais cela ne fit qu'aggraver l'inflammation. À l'intérieur du palais, on préparait déjà la salle du trône pour accueillir le nouveau souverain. Des documents étaient rédigés, des dates de conseil étaient fixées. Une seule personne de son entourage insistait pour qu'on la maintienne en vie le plus longtemps possible, son confesseur. Il affirmait que sans repentance, elle n'entrerait pas dans le royaume et exigeait qu'on la laisse se confesser. Mais la reine refusait, se détournant et se couvrant la bouche à chaque fois. À cette époque, une nouvelle odeur apparut pour la première fois dans les appartements. Une odeur douceâtre et persistante que beaucoup reconnurent immédiatement. C'était l'odeur de la mort lorsqu'elle est proche. Mais même alors, elle était encore en vie, s'accrochant à chaque souffle comme si elle ne voulait pas laisser partir ceux qui attendaient sa fin. Les premiers jours d'avril furent froids et humides, et l'on ralluma la cheminée dans les appartements de la reine. Mais la chaleur ne fit qu'accentuer la puanteur, et même les gardes, postés à la porte, commencèrent à demander à être mutés. Les médecins avaient presque cessé de se disputer entre eux, chacun comprenant que la fin était inévitable. Ils agissaient désormais davantage comme des gardiens du corps que comme des personnes essayant de le sauver. Le soir du 5e jour, sa respiration devint rare, avec de longues pauses. Sa peau prit une teinte gris-jaune, ses ongles noircirent, ses yeux se creusèrent profondément. À l'aube du 7e jour, tous ceux qui étaient autorisés à entrer dans les appartements se réunirent. Les 2 médecins, la dame d'honneur la plus âgée, le confesseur et 3 gardes. Les médecins vérifiaient son pouls toutes les quelques minutes. Vers midi, la reine ouvrit soudain les yeux et dit clairement « Ils sont déjà là ». Le confesseur se pencha pour lui demander qui exactement, mais elle se détourna vers le mur et ne dit plus rien. La mort survint dans la soirée. Son dernier souffle fut à peine audible et seul l'un des médecins remarqua que sa poitrine ne se soulevait plus.
On la recouvrit d'un voile et le silence régna dans la pièce, seulement rompu par le crépitement des braises dans la cheminée. Immédiatement après la mort, l'agitation commença. Les gardes chassèrent même les dames d'honneur de la chambre et ordonnèrent à quiconque de ne pas s'approcher. Les médecins rédigèrent un bref rapport dans lequel la cause du décès était indiquée comme étant l'épuisement extrême, sans mentionner les ulcères, la putréfaction et autres détails. L'embaumement s'avéra presque impossible. Le corps avait déjà commencé à se décomposer de son vivant et les entrailles dégageaient une telle odeur que même les maîtres expérimentés travaillaient avec des foulards imbibés de vinaigre. La peau se détachait par endroits des vêtements, si bien qu'il fallut 2 jours pour revêtir le corps de ses habits funéraires. Pendant tout ce temps, les portes des appartements restèrent fermées à clé et une garde renforcée fut postée sous les fenêtres. Le conseil siégea jusque tard dans la nuit. Certains exigeaient que le nouveau souverain soit proclamé immédiatement. D'autres insistaient pour rechercher les véritables héritiers, faisant allusion aux rumeurs concernant ses enfants. Finalement, le parti du nouvel entourage l'emporta. Dès le lendemain matin, un décret, signé par la reine 1 semaine avant sa mort, fut lu, désignant l'un de ses cousins comme successeur. Dans la capitale, la nouvelle a semé la confusion. Certains étaient en deuil, d'autres se réjouissaient ouvertement, d'autres encore exigeaient des preuves de sa mort. Des foules se sont rassemblées devant les portes du palais, mais personne n'a été autorisé à entrer. Des messes ont été célébrées dans les églises pour le repos de son âme, mais de nombreux prêtres murmuraient que sans confession et sans repentance, son âme errerait. Des légendes se répandirent rapidement parmi le peuple. Certains juraient avoir vu pendant la nuit une femme vêtue de blanc, ressemblant à la reine, se dirigeant vers un monastère à l'extérieur de la ville. D'autres affirmaient que ses enfants étaient déjà en route pour reprendre le trône. Ces rumeurs menaçaient de déclencher une révolte et le nouveau conseil ordonna de faire taire toute discussion à ce sujet. Les funérailles se déroulèrent à huis clos. Sans la présence du peuple, le cercueil fut descendu dans la crypte sous la chapelle, et seul un cercle restreint de personnes connaissait l'emplacement exact. Cependant, la mort de la reine n'apporta pas la paix. 1 mois plus tard, des révoltes éclatèrent dans les terres frontalières, tandis que dans la capitale, les affrontements entre les partisans des différents prétendants s'intensifiaient. Les alliances conclues de son vivant s'effondraient les unes après les autres. Les ennemis extérieurs profitèrent de la confusion et le pays sombra lentement dans le chaos. Dans une chronique de l'époque, on peut lire « Elle est partie sans laisser de descendance, mais elle a laissé une ombre qui planera sur le trône jusqu'à la fin des temps. »